De retour dans l'Africa News, nos éditorialistes Daouda Tal, Malika Cher et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. 21, c'est le nombre d'entreprises africaines figurant au classement du Forbes Global 2000. En tête de ce classement des 2000 plus grandes entreprises du monde sur le continent africain, on retrouve l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et l'Égypte. Les précisions d'Arwar Barkala. Les entreprises africaines ne cessent de gagner en cote. Selon le classement 2015 du magazine américain Forbes, 21 entreprises africaines font partie des plus grandes entreprises à l'échelle mondiale. Avec 13 entreprises citées dans le classement, l'Afrique du Sud occupe la première position. 4 entreprises nigérianes figurent au classement, 3 entreprises pour le Maroc et 1 pour l'Égypte. C'est à l'image des performances de l'Afrique et du poids de l'Afrique dans le reste des échanges mondiaux. Donc, pour moi, c'est pas étonnant. C'est une interpellation pour demander aux entrepreneurs africains, aux hommes d'affaires africains de faire plus pour aller à la conquête du monde et de se dire que c'est une compétition mondiale et nos performances sont évaluées à l'échelle mondiale. Il ne s'agit pas de dire que nous vivons en vase clos, il s'agit de vivre uniquement pour nous. Les résultats de ce classement sont à prendre avec précaution, puisque le Forbes Global 2000 prend en compte la capitalisation boursière. Ainsi, le géant du pétrole algérien Sonatrach ne figure pas dans le classement. L'État est trop présent dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de secteurs, et joue le rôle d'opérateur économique, alors qu'il n'est pas voué au profit. Et donc, dans ce type de classements internationaux, l'État n'est pas classé. Alors que si les entreprises privées sont dans la performance, dans la compétition et dans l'action, il y a des opportunités pour englober toute l'Afrique et elles pourront aller à la conquête du monde et elles seront classées à l'échelle mondiale. Pour le reste du classement, les entreprises chinoises dominent largement. Elles sont suivies par les États-Unis qui comptent 5 entreprises dans le top 10. Malik, 21 entreprises dans le classement, on peut s'en réjouir ou pas? Je trouve que c'est pas assez par rapport aux potentialités de l'Afrique sur le plan économique. Il faut saluer ces succès de ces 21 entreprises qui figurent dans ce classement, même si le classement, moi, je suis pas très... je suis un peu perplexe par rapport aux critères qui ont été définis, parce que si l'entreprise n'est pas capitalisée en bourse, elle ne figure pas dedans. Donc le reportage a rappelé, je ne fais pas ça par chauvinisme, mais la Sonatrach n'est pas dedans alors qu'elle réalise un bénéfice de 60 milliards de dollars. Et il y en a d'autres entreprises qui ne sont pas forcément capitalisées en bourse et qui ont de gros chiffres d'affaires. Donc ce n'est pas forcément représentatif de la réussite des entreprises africaines, même si je pense que dans la concurrence mondiale, ces entreprises-là sont vouées à être capitalisées en bourse. C'est peu. Je pense qu'il y a des secteurs comme le secteur bancaire qui méritent encore d'être dynamisés sur le continent et il faut encourager ces entrepreneurs à le faire. Jean-Marie, que pensez-vous de ce classement ? C'est un classement avec lequel je ne suis pas d'accord. J'ai un peu la même position que Malik là-dessus. Vous savez, on nous pose des critères sur la table. Je l'ai souvent dit ici. Là, quand on parle des économies africaines, c'est-à-dire on évalue les économies africaines sur des critères qui me semblent être des indicateurs économiques qui sont mis en place, ne me semblent pas des indicateurs économiques opérationnels par rapport à ce qui se passe. Ici, là, on nous parle de capitalisation boursière. Cette capitalisation boursière-là, comme très bien Malik l'a souligné, ce n'est pas le seul paramètre sur lequel, la seule variable sur laquelle on peut juger une entreprise. Et je ne suis pas d'accord aussi dans la mesure où j'estime que la plupart de ces entreprises-là, si vous voulez, sont des entreprises étrangères en tant que telles. Il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas des entreprises qui appartiennent, si vous voulez. C'est tout simplement pourquoi? Parce que dans le droit international des affaires, une entreprise a la nationalité en fonction de là où elle est, plus ou moins. Donc à partir de là, il faudrait que l'Afrique sorte, des champions dans ce qui est le business au niveau international, que ce soit des entreprises africaines dirigées par des Africains et contrôlées par les Africains surtout. Et c'est ça la chose la plus importante pour moi. Donc pour moi, les 21 entreprises, on peut se dire que c'est bien, puisque la dynamique de la croissance est tout en Afrique. Mais comme on le dit souvent sur ce plateau, moi j'insiste sur un paramètre qui est important. De mon point de vue, c'est quoi? C'est que cette croissance, ça puisse profiter, aux entreprises africaines dans un premier temps et aux populations africaines dans un second temps. Donc ce qui fait que pour moi les indicateurs économiques, moi j'ai toujours prôné ici qu'il est temps qu'on mette des indicateurs économiques en place qui intègrent les caractéristiques des économies africaines et non uniquement les caractéristiques des économies européennes. Quand on regarde, toutes les matières premières proviennent d'où? Regardez un peu, essayons un peu
d'aller dans le détail. Et essayons, c'est-à-dire de vouloir évaluer, de faire une évaluation de la matière première. Qu'est-ce qu'on vient nous compter? On vient nous compter uniquement les unités qui sont produites à la fin du processus. Mais en amont du processus, quelle est la comptabilisation qui doit être mise en place là-dessus pour qu'on ait des indicateurs économiques fiables par rapport à la réalité économique africaine? On vient de voir là, c'est-à-dire une entreprise comme la Société algérienne de pétrole. C'est une société qui aujourd'hui nous fait, comment dirais-je, des bénéfices de l'ordre de 60 milliards de dollars. Et cette entreprise est absente de ce classement-là. Donc, à partir de là, pour moi, ce sont des classements qui sont tout à fait relatifs, ni accordés d'importance, car dès l'instant où vous prenez la décision de pouvoir mettre en exergue certains critères, parce que quand on fait ces classements-là, c'est quoi? Ce sont tout simplement des statistiques. Quelles sont les bases sur lesquelles nous partons pour pouvoir mener notre analyse? Donc, à partir de là, si les bases sont biaisées, les résultats de l'Afrique ne pourront être que défavorables, alors que, de mon point de vue, ça devrait être l'inverse. Alors, Daouda, un classement biaisé pour Malik et pour Jean-Marie, je me tourne vers vous. Oui, je les rejoins tout à fait, un classement biaisé à ce niveau-là, puisque les entreprises, particulièrement sur la cotation en bourse, bon, le classement prend en compte quand même le critère résultat d'exploitation. Donc, mais on fait la différence entre... En fait, il faudrait un classement qui met en avant plus la rentabilité des entreprises, qui est un critère complètement différent. Et là, peut-être que d'autres entreprises africaines, en tout cas, auraient leur chance. Mais bon, il faut aussi que les États africains ou alors les organisations supranationales puissent faire des classements aussi, puisque quand on laisse aux autres vous classer, ils vous classent toujours selon ce qu'ils veulent. Plus de 8 milliards de francs CFA chaque jour. C'est le chiffre d'affaires enregistré dans les transactions financières en matière de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce mardi à Abidjan par le porte-parole du gouvernement. Et un autre chiffre, au 31 décembre 2014, la Côte d'Ivoire avait enregistré un taux de pénétration en matière de téléphonie mobile de 97,5%. Ibrahima Dioumaba. « 8 milliards de francs CFA par jour. C'est le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Les transactions financières faites par téléphonie mobile gagnent du terrain. À ce jour, ils sont 5 millions d'Ivoiriens à utiliser la banque mobile. Là où aujourd'hui les banques ont échoué à être de plus en plus attractives pour les populations, le téléphone mobile est devenu une alternative, une forte alternative en termes de transactions financières. Pourquoi? Parce que par sa simplicité d'abord, et ensuite par sa disponibilité. Parce que naturellement, les agences bancaires n'étant pas présentes forcément sur l'ensemble du territoire et les services bancaires n'étant pas forcément adaptés aux besoins de la population locale, la téléphonie mobile, parce qu'aujourd'hui tout le monde, même au fin fond de la Côte d'Ivoire, tout le monde dispose d'un téléphone, la téléphonie mobile est devenue une alternative. Avec une population d'environ 23 millions d'habitants, et un taux de pénétration établi à 97,50% en 2014. La Côte d'Ivoire a des potentialités réelles d'accroître son développement dans le domaine des services liés à la téléphonie mobile. C'est quand même extrêmement important d'avoir quasiment 10 à 15% du PIB ivoirien qui tourne en termes de transactions financières dans la population. Et là, on ne parle que de 5 millions de personnes. La population ivoirienne est estimée entre 23 et 24 millions de personnes. C'est vous dire le potentiel qu'il y a encore à exploiter sur ce type de transactions. Là où justement les banques n'arrivent pas à répondre. Je pense que les opérateurs qui vont être les plus innovants, qui vont nouer les partenariats les plus intéressants, vont être ceux-là même qui seront les leaders de demain. Les 8 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires enregistrés par jour ne concernent que les transactions faites par 5 millions d'abonnés. Au total, la Côte d'Ivoire comptait en 2014 plus de 22 millions d'abonnés pour 6 opérateurs de téléphonie. Alors Jean-Marie, deux chiffres importants dans ce sujet, 97,50% de taux de pénétration en termes de téléphonie mobile et puis 8 milliards de francs CFA chaque jour en termes de transactions, justement, en termes de téléphone mobile. Ça paraît quand même énorme. C'est pas énorme, Amira, parce que quand on regarde dans la dimension technique de la téléphonie, vous avez quoi? Vous avez des appels téléphoniques. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez ce que nous utilisons tous, des SMS.
Techniquement parlant, ça voudrait dire quoi? Le coût d'un SMS est nul pour un opérateur téléphonique, c'est-à-dire il ne coûte rien. Et la plupart du temps, si vous voulez, la plupart de ces entreprises-là qui sont occidentales, qui sont installées en Afrique, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser, si vous voulez, des matériels qui ont déjà été amortis ici, là, en Europe. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que ces matériels-là se trouvent chez nous en Afrique, c'est-à-dire le retour sur investissement, c'est-à-dire la potentialité du retour sur investissement est tellement élevée que pour moi, ce n'est pas étonnant. Vous savez que les transactions bancaires par téléphone mobile se passent essentiellement par les SMS. Donc, vous n'avez pas besoin d'appeler. Vous faites des SMS. Et comme ces SMS, à leur coût comptablement, si vous voulez, quand on prend une entreprise, on va vous parler des charges fixes, on va vous parler des charges variables, on va vous parler de ce qu'on appelle des charges incompressibles selon différents noms. Donc, le téléphone portable, en passant des SMS, vu le potentiel de la population et les utilisateurs effectifs, à partir de là, pour moi, ce n'est pas étonnant que les entreprises, les entreprises téléphoniques en Afrique fassent, si vous voulez, 8 milliards par jour, tout simplement. Pourquoi? Parce que toutes les transactions, non seulement les transactions bancaires, vous avez tout le reste des transactions, si vous voulez, qui se passent par le biais des SMS. Étant donné que le coût de revient d'un SMS à la production, il est nul, donc ces bénéfices, exactement, normal. Ça fait exploser le chiffre d'affaires. Alors Malik, comment on explique cet essor du mobile banking en Afrique? On l'a déjà expliqué ici à plusieurs reprises et je pense que c'est dû aussi au faible taux de bancarisation. On sait très bien que dans ces pays-là, on a ce problème-là. Donc le mobile permet justement de pénétrer dans des régions où il n'y a pas d'agence bancaire, notamment dans les espaces ruraux. Ils font défaut dans ces espaces-là, en Côte d'Ivoire, mais dans de nombreux pays africains. Maintenant, moi, je ne pense pas que le mobile banking doit remplacer les banques classiques. Parce que les banques classiques, elles sont là aussi pour accorder des crédits, des prêts. Pour conseiller les gens, il faut une interface qui soit quand même humaine. Je veux bien que la technologie soit là, soit présente pour répondre à des problématiques, mais les banques, elles ont leur place et elles doivent, je pense, se bouger un peu plus parce qu'elles ont du mal à concurrencer ce secteur-là du mobile banking et pourtant les banques ont des atouts, justement, rassurer le consommateur, être devant lui proposer des offres. Bien évidemment, ça conditionne aussi à avoir des taux d'intérêt assez bas, ce qui malheureusement fait encore défaut aujourd'hui. Oui, Daouda, cet essor du mobile banking, ça met en lumière l'échec des banques traditionnelles. Oui, en tout cas, ça met en lumière le fait que ces banques traditionnelles n'ont pas su pénétrer comme il faut le marché, surtout un certain public qui est un public, bon, il faut savoir que ceux qui utilisent le mobile banking, c'est des gens généralement qui ont quand même des revenus faibles, en règle générale. Donc, bancariser cette population-là, ça demande quand même des efforts en termes de réduction des coûts des banques, puisque, voilà, ils passent par là. Vous avez un individu qui doit envoyer, je dis entre guillemets, en euros, 10 euros. Il ne va pas se déplacer à la banque pour dire envoyer à telle personne de ma part une dizaine, une vingtaine d'euros. Donc là, effectivement, cet outil qui est le mobile est très efficace à ce niveau-là. Maintenant, étant donné également que tout ce qui est Internet n'est pas suffisamment développé non plus, l'opération qu'on pourrait faire depuis chez soi pour envoyer de l'argent ou alors se servir ou alors mettre de l'argent sur son compte, par exemple. Là, c'est très difficile parce que tout le monde n'a pas accès à l'ordinateur, à la fonction Internet, etc. Donc le plus simple quand même, c'est le téléphone qui permet de garder de la monnaie, qui permet de faire des transactions, soit d'envoyer de la monnaie, d'envoyer de l'argent à ses proches, ou alors même de faire des achats à partir de son mobile. Moi, ça me paraît quand même important et heureusement que cette population-là qui est ciblée a accès à ce mobile banking. Oui, Jean-Marie? Oui, je voudrais rajouter une chose, c'est qu'à chaque fois, vous remarquerez, on parle souvent de l'Afrique ici, là, nous parlons de l'Afrique, vous remarquerez une chose, quand on nous parle du mobile banking, vous pouvez me donner combien de pays européens y a-t-il, si vous voulez, qui sont dans le mobile banking? On me dira, on me marquera que, bon, voilà, il y a des agences bancaires qui sont là pour traiter ces opérations-là. Les entreprises qui vont en Afrique, ils vont tout simplement pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y a des niveaux de retour sur investissement qui sont incomparables ailleurs. Donc, ne nous berçons pas tout simplement en nous disant que oui, bon, ce sont des choses qui sont bien pour les populations africaines. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours sur le fait de la volonté publique. La volonté publique pour pouvoir bancariser un pays, j'ai souvent donné un exemple
exemple ici, là, qui est l'exemple de la France, vous avez qu'à regarder. Comment est-ce que le processus s'est déroulé? Ça veut dire quoi? À travers la poste qu'on a bancarisé la majorité de la population française. Quand on arrive chez nous, on nous dit oui, il faut tout privatiser, il faut laisser les entreprises privées vaquer à ces opérations-là. Sauf que l'entreprise privée va s'installer là où il y a des opportunités réelles. Donc, ce qui fait qu'on en arrive à un développement déséquilibré de nos territoires, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas derrière. L'État, bon, on a cité un exemple du Maroc ici, là, qui a commencé à donner, comment dirais-je, des conditions préférentielles aux banques qui acceptaient d'aller s'installer, si vous voulez, dans les campagnes. Donc, il faut que l'État décide qu'on prenne ça en main et qu'on se dise que ce qui revient quand même, comment dire, le retour sur investissement qu'il peut y avoir sur tous ces business-là dont on parle en Afrique, qui puisse servir aux Africains quelque part. Mais tant que l'État ne prend pas son rôle, c'est-à-dire là-dessus, on est en train de nous mentir. En Afrique, on nous dit que oui, tout ça doit être du privé, ce qui est chose qui est fausse dans le modèle économique et tout. Tous les États du monde entier pratiquent des politiques keynésiennes. Merci Jean-Marie d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci à vous également Daouda. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et merci à vous Malik de nous avoir accompagnés. Merci Amira, toujours un plaisir d'être parmi vous. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de cette émission et l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini puisqu'on se retrouve demain avec un dossier du jour consacré à l'accroissement démographique et à l'aménagement urbain. À très vite. Thank you.